Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui sera donc consacré aux risques professionnels et plus particulièrement à tout ce qui est gestion et investigation. Alors, tout d'abord, un petit point technique. Est-ce que vous me voyez? Surtout, est-ce que vous voyez le support? Est-ce que vous m'entendez? Un petit oui dans le chat. Bon, mes collègues me confirment quand même que on me voit et on m'entend. OK. Donc, je me présente, je suis Eric Végési, chargé de relations entreprises à la Caisse primaire de Meurthe-et-Moselle et je serai votre animateur durant tout ce webinaire. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon binôme de toujours, Julien Godefroy, qui vous salue, mais également la participation de notre référente à nous en matière de gestion et d'investigation des risques professionnels, Laureline, donc qui co-animera également ce webinaire. Webinaire qui durera environ entre 30 et 45 minutes selon les questions que vous aurez à poser. Questions que je vous demande de poser exclusivement via le bloc QR, donc qui se situe en bas de votre écran. Bien évidemment, le support vous sera adressé après la présentation. Alors, ça sera après la présentation de jeudi, puisqu'il y a une deuxième session jeudi. Donc, on vous enverra tout ça en fin de semaine. Et enfin, pour une qualité optimale, n'hésitez pas à fermer vos applications pour libérer un peu de bande passante. Donc, ce webinaire, donc, il se décline en plusieurs chapitres, si je puis dire. On aura, dans un premier temps, un petit rappel sur les délais d'instruction des procédures de reconnaissance en matière d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Un point sur les obligations de chaque partie, à savoir vous en tant qu'employeur, mais également vos salariés. Un point sur les réserves, puisqu'ils font partie des éléments déclencheurs des investigations qui peuvent s'ensuivre sur une procédure de reconnaissance. Un focus sur les investigations, donc, et enfin, les voies de recours et contestation. Alors, tout d'abord, pour résumer, donc, en termes d'accident de trajet ou d'accident de travail, on est sur un délai de 30 jours à minima ou 90 jours s'il y a donc, des investigations complémentaires. Le point de départ de cette procédure, que je vais détailler juste après, le premier jour est matérialisé par la réception de la déclaration d'accident de travail, mais également du certificat médical initial, donc où on va inscrire les lésions en fait liées à l'accident de travail ou de trajet. Concernant la maladie professionnelle, on est sur un délai de 120 jours, ça c'est la première phase, qui peut être rallongée d'autant lorsqu'il y a une saisine du C2RMP, donc ce qu'on appelle le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, on a déjà fait un webinaire sur justement les maladies professionnelles. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ces délais, effectivement, qui peuvent passer de 120 à 240 jours, je vous invite à regarder les replays sur le portail employeur CPM 54. Donc, les procédures. Donc, les voici. Donc, on a tout d'abord pour tout ce qui est accident de travail, on a le jour 1 qui est matérialisé donc par la réception de la déclaration d'accident de travail et du certificat médical initial. Donc, on est sur une période maximale de 90 jours. On a toujours cette période de réserve de 10 jours, hein, à compter de la date d'établissement de la déclaration d'accident de travail. Une petite parenthèse, lorsque vous faites vos déclarations d'accident de travail sur le compte entreprise, vous avez par la suite, dans l'historique, vous allez pouvoir voir tous les délais maximum pour émettre des réserves qui sont affichées. Bon, ça, c'est plutôt bien pratique. On peut avoir donc une prise en charge, s'il n'y a pas d'investigation, pas de réserve, que tout est calé, on va dire, sous 30 jours. S'il y a des réserves émises, et donc ça va générer des investigations, on va alors partir sur un délai de 90 jours avec une période d'investigation, période pendant laquelle on va vous adresser les fameux questionnaires risques professionnels à compléter, pardon, à saisir et à nous retourner par voie dématérialisée. Et il y aura une relance au bout de 15 jours si on n'a toujours pas de réponse par rapport à ces questionnaires. S'ensuit ensuite une période d'exploitation de ces questionnaires, donc la période d'investigation, avec une limite à 70 jours. Et enfin, on aura deux périodes de 10 jours. La première qui correspond au délai d'observation, où vous allez pouvoir apporter des observations, comme son nom l'indique. Et enfin, une période de 10 jours, où vous allez pouvoir consulter le dossier dans l'intégralité. Et enfin, une échéance finale à 90 jours. Concernant la maladie professionnelle, on a le jour 1 qui, lui, est matérialisé par la demande de maladie professionnelle, le certificat médical initial et enfin les examens complémentaires en lien avec la pathologie. Donc on est sur une période à minima de 120 jours. On va à ce moment-là solliciter le service médical pour qu'il fixe la date de première constatation médicale.
donc cette date de première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin. Donc une fois qu'on a ça, on va retrouver donc la période d'investigation avec ce questionnaire. Une petite aparté également, dans le cadre d'une maladie professionnelle, il peut arriver que vous receviez un questionnaire risque professionnel sur un salarié qui n'est plus dans votre établissement. Alors effectivement, en fonction de la durée de prise en charge d'une pathologie, on va interroger toutes les entreprises que le salarié a eues durant cette période. Hein, si on prend l'exemple de l'amiante, on peut faire un retour sur 30 ans. Donc ne soyez pas surpris de recevoir un questionnaire sur un salarié qui ne fait plus partie de vos effectifs. C'est uniquement pour euh, reconstituer la chronologie en fait de cette pathologie. Donc une fois qu'on a ces questionnaires, on a une période d'investigation à 100 jours et on retrouve les deux mêmes périodes, donc le délai d'observation et 10 jours de consultation. Et enfin une échéance finale à 120 jours, sauf effectivement lorsqu'il y a, on va dire, une saisine donc, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour diverses raisons, qui peut être prolongée à nouveau de 120 jours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions, mes collègues sont dans les starting blocks, ils attendent. Alors les obligations, donc concernant donc l'assuré, donc votre salarié, première chose, donc il doit vous informer dans un délai de 24 heures de l'accident de travail ou de trajet, en précisant donc le lieu, les circonstances de l'accident et enfin l'identité du ou des témoins éventuels. Ça c'est la première chose qu'il doit faire. La deuxième, consultation d'un médecin effectivement, puisque ce médecin va lui délivrer le certificat médical initial avec les lésions en lien avec l'accident de travail. Désormais, effectivement, les médecins généralistes peuvent établir des certificats médicaux au cabinet, bien évidemment, ou à distance, dans le cadre d'une téléconsultation pour les accidents de travail. Ce médecin va également, dans la majeure partie des cas, mais pas tout le temps, en tout cas, s'il y a nécessité, il va saisir également un arrêt de travail. Hein, donc là, il faudra que le salarié vous envoie le volet 3 et qu'il envoie le volet 1 et 2 à son organisme de rattachement. Vous concernant vous en tant qu'employeur, dès lors que vous avez connaissance d'un accident de travail ou d'un accident de trajet, vous allez devoir compléter donc une déclaration d'accident de travail et ce sous 48 heures à la date de connaissance, bien évidemment, de l'accident de travail ou de trajet. Hein. Vous allez pouvoir le faire donc via Net Entreprise, donc depuis le compte entreprise, mais bon, s'il y a un problème technique ou autre, vous allez pouvoir également. Alors, on essaie d'éviter au maximum. Vous allez pouvoir le saisir version papier. Donc, c'est le formulaire S6200 à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez également, ça vous pouvez le faire en fin de saisie de la déclaration d'accident de travail. Vous allez pouvoir imprimer et délivrer la feuille de soins pour le salarié qui va lui permettre d'être dispensé des frais en lien avec l'accident de travail, des frais médicaux. Donc, de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle du tiers payant. Vous pouvez également télécharger cette feuille de soins sur amélie.fr. Pardon. Les réserves, donc les fameuses réserves, donc qui vont être un des éléments déclencheurs des investigations et par le fait des questionnaires risques professionnels, entre autres. Donc en tant qu'employeur, vous pouvez effectivement émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de travail. Vous pouvez donc directement joindre vos réserves lorsque vous faites la déclaration d'accident de travail en ligne, hein, via le compte entreprise. Sachez que maintenant, vous pouvez également faire une pause. Si vous n'avez pas tous les éléments, vous pouvez mettre en pause en fait la saisie, la reprendre par la suite une fois que vous avez les éléments nécessaires à cette déclaration d'accident de travail. Ces réserves sont à faire dans un délai maximum de 10 jours francs après la date d'établissement, donc encore une fois, date d'établissement de la déclaration d'accident de travail. Ces réserves, pour être recevables, elles doivent être motivées. Donc, elles doivent porter effectivement sur les circonstances de temps et de lieu ou sur la cause totalement étrangère au travail. Et donc, qui est donc susceptible de remettre en cause le caractère, ce qu'on appelle le caractère professionnel de l'accident de travail ou de trajet. Donc, par exemple, les réserves qui vont porter sur un état préexistant. La personne n'était pas bien déjà le dimanche, elle fait une déclaration d'accident de travail le lundi, par exemple. L'absence de témoins, tous ces motifs peuvent être considérés comme motivés, donc recevables.
Également, ces réserves doivent être étayées par des éléments. Lorsque vous faites la déclaration d'accident de travail en ligne, vous pouvez télécharger différentes pièces au format PDF ou JPEG également pour étayer justement ces réserves. Bien évidemment, on regarde des éléments donc, que vous aurez transmis. S'ils sont jugés comme factuels, la CPM procédera à des investigations pour les vérifier. À l'inverse, donc, ce qui peut ne pas être considéré comme motivé, donc irrecevable, les réserves qui ne vont pas porter effectivement sur le caractère professionnel ou des réserves relatives à la faute de la victime. Par exemple, le non-respect des consignes ou ce qu'on retrouve de temps à autre, l'absence du port des EPI, par exemple. Donc ça va être de genre de réserves qui ne seront pas considérées comme recevables puisqu'elles ne sont pas, entre guillemets, du fait de la victime. Si vous avez des questions, donc les investigations, donc le questionnaire que vous connaissez certainement, le questionnaire donc, qui va représenter effectivement la première étape d'investigation obligatoire. Et il va donc à nous permettre d'obtenir des précisions sur les informations que vous aurez déjà indiquées sur la déclaration d'accident de travail. D'où l'intérêt également de faire des déclarations d'accident de travail les plus précises possibles, ou des informations sur le certificat médical initial, là où vont être indiquées les lésions. Hein, on va vérifier également les cohérences entre les lésions et la déclaration d'accident de travail, ou tout simplement sur une information qui a été formulée dans le cadre d'une réserve. Ça va pouvoir nous apporter également des éléments nécessaires à la reconnaissance, donc le triptyque, quand on dit où, quand, comment. Et enfin, dans le cas d'une maladie professionnelle, je vous l'avais déjà dit juste avant, ça va nous donner une chronologie de l'exposition du salarié dans le cadre d'une pathologie pour une demande de maladie professionnelle. Les enquêtes. Donc, l'enquête est systématique, sachez-le, lors d'un accident mortel, d'une tentative de suicide et pour certaines maladies professionnelles, en règle générale, on a une enquête systématique. Elle va être diligentée également si, au vu de tout ou partie des questionnaires réceptionnés, la matérialité n'est pas établie. C'est-à-dire que les éléments qu'on aura observés au vu de la déclaration d'accident de travail sont insuffisantes. Ces enquêtes donc peuvent être administratives et ou enquêtes donc sur le terrain. Je vais donc laisser la parole à ma collègue donc Laureline qui va vous en dire un peu plus sur ces enquêtes dans le cadre de la reconnaissance des accidents de travail ou maladies professionnelles. Laureline, Effectivement. Oui, je suis là. elle est là. Elle n'a pas Je suis là. raccroché. Alors, donc effectivement, comme l'expliquait Eric, il y a plusieurs types d'enquêtes dans le cadre donc, de la législation des risques professionnels. Il peut y avoir les enquêtes dans le cadre des atteintes mortelles qui sont donc obligatoires, les tentatives de suicide et les suicides. Savoir que le suicide aussi, l'enquête est obligatoire dans le fait où il n'y a pas forcément lieu que ça ait lieu au temps et lieu du travail. Nous, c'est ce qu'on recherchera justement dans le cadre de ce type de dossier. Dans le cadre des maladies professionnelles, ah aussi par contre, dans le cadre des accidents de travail, c'est si les éléments recueillis au cours des investigations via le questionnaire risque professionnel ne nous permettent pas de prendre de décision, on va forcément essayer de diligenter une enquête pour rechercher les éléments qui vont être manquants à une prise de décision. Dans le cadre des maladies professionnelles, l'enquête sera donc obligatoire à partir du moment déjà où ce sont des pathologies dites hors tableau. Pour toute pathologie hors tableau, étant donné que justement elles ne sont pas répertoriées dans les tableaux de l'INRS, de l'Institut national de recherche et de santé, nous on a l'obligation de rechercher tous les éléments relatifs à l'activité professionnelle de l'assuré. Donc c'est ce qui pouvait vous expliquer, ou même si un assuré ne fait plus partie de votre entreprise, agent enquêteur, on prendra contact avec vous justement pour pouvoir recueillir des éléments en rapport avec son activité lorsqu'il exerçait au sein de votre entreprise. Il va y avoir aussi donc les autres types d'enquêtes pour toutes les autres pathologies qui sont dans les tableaux. J'étais trop vite. Oui, très vite. Alors oui, donc là on est sur le coup des suicides. Euh, on va y retourner. Oui, D'accord. Alors on retourne donc le suicide. La réalisation de l'acte de suicide au temps et lieu permet de présumer la volonté du défunt d'établir le lien entre le travail et son geste.
L'acte suicidaire est donc considéré, il va se confondre avec le fait, comme dans le cadre par exemple d'un malaise. Le malaise a lieu au temps et lieu du travail, ça se confond avec le fait. Par contre, donc, comme je vous l'expliquais, dans l'acte suicidaire, même si l'assuré se suicide chez lui, à partir du moment où il laisse des éléments qui permettent d'établir un lien avec le travail, ça pourra être considéré comme d'origine professionnelle. Ça, justement, c'est là que l'enquête intervient, c'est nous qui rechercherons ces éléments. Pour la tentative de suicide, donc, c'est la même chose, comme pour le malaise aussi, comme je le disais, comme pour le cas du suicide, ça se caractérise lui-même en accident. Mais étant donné que ce n'est pas forcément mortel, ça n'entraîne pas forcément le décès, l'enquête n'est pas obligatoire tout de suite, mais ça aboutit bien souvent à une enquête parce que justement, l'assuré ou l'employeur vont avoir du mal à nous déterminer et à nous donner la réalité du fait au temps et lieu du travail. Alors, donc du coup, je vais revenir juste avant sur les MP Ouais. parce qu'on n'a pas abordé la phase enquête de Oui, terrain. oui, Alors, donc, du coup, dans le cadre des maladies professionnelles, donc, je vous l'expliquais pour les pathologies hors tableau, mais donc pour les pathologies de tableau, vous aurez quasiment obligatoirement des questionnaires qui vous seront transmis. Si ces questionnaires ne nous permettent pas de prendre une décision, enfin ne permettent pas au gestionnaire de prendre une décision, donc si vous estimez qu'un assuré n'est pas forcément exposé par rapport à la pathologie qui est déclarée, il y aura une première phase d'enquête, donc l'enquête administrative, où on prendra contact avec l'assuré, l'employeur, pas forcément l'employeur, comme l'avait précisé Eric, c'est pas une obligation de prendre un contact avec l'employeur dans le cadre d'une reconnaissance, tant pour un accident de travail que pour une maladie professionnelle. Et si les éléments ne sont pas suffisants, là justement, un agent enquêteur prend contact avec vous pour éventuellement procéder à une enquête de terrain. Un agent viendra, observera un poste, donc soit l'assuré à son poste, soit un poste qui est similaire afin d'établir la relation entre la profession et la pathologie déclarée. Là, c'est bon. voilà. Alors, je vais reprendre la main. Elle est où ma caméra? Elle est là. Me revoilà. Donc, comment dirais-je, les voies de recours donc, et contestation. Donc, vous pouvez également, effectivement, saisir la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 2 mois suivant la décision, si vous estimez ne pas être en accord avec la décision qui aurait été prise, que ce soit pour un accident de travail ou un accident de trajet. Si votre demande est rejetée par la commission de recours amiable, vous pouvez engager à ce moment-là une procédure auprès du tribunal judiciaire. Et enfin, en dernier ressort, vous pouvez faire appel auprès de la cour d'appel et ou un pourvoi devant et ou vous pourvoir pardon, devant la cour de cassation. Les contestations d'ordre médical et administrative. Donc pour les contestations d'ordre médical, par exemple sur le taux d'incapacité permanente d'une rente, la durée d'arrêt, l'imputabilité ou la date de première constatation médicale, vous allez avoir en précontentieux la commission médicale recours amiable et enfin en contentieux, vous aurez le tribunal judiciaire et en dernier recours, la cour d'appel et ou cour de cassation. Ça, c'est pour la partie médicale, administrative. Pour tout ce qui est d'ordre uniquement administratif, par exemple le refus de versement d'indemnité journalière ou la contestation du caractère professionnel d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, on aura donc, comme je vous l'ai dit, la commission recours amiable en précontentieux, et vous aurez ensuite le tribunal judiciaire, et en dernier recours, la cour d'appel et ou la cour de cassation. Je vous ai fait une fiche en fait pour vous indiquer comment contester en commission recours amiable, hein. C'est assez synthétique, mais ça va vous permettre de voir un peu les démarches à effectuer, que ce soit en commission de recours amiable, en commission médicale recours amiable, le tribunal judiciaire, donc ce qu'on appelle l'ancien tribunal de grande instance, et enfin la cour d'appel ou cour de cassation. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est le moment. N'hésitez surtout pas. Ou alors tout a été clair. Ça, c'est encore mieux.
Si vous souhaitez donc être accompagné pour l'installation de téléservices ou pour un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche, donc relation.entreprise.cpm54. Si vous souhaitez être renseigné sur un dossier d'une salariée en particulier, contactez le 3679, donc la plateforme dédiée aux employeurs. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter 3 minutes entreprise de l'assurance maladie pour être informé sur l'actualité réglementaire et locale liée donc au risque professionnel. On a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, quelle est la différence entre la CRA et la CMRA? La CRA, c'est pour tout ce qui est administratif, et la commission médicale, comme son nom l'indique, c'est plus sur l'aspect médical. Donc, en fait, les personnes qui font partie de ces commissions ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des médecins conseils et des médecins du travail, si je ne me trompe pas. Laureline, si je dis une bêtise, tu me le dis. Non, non, c'est bien ça. C'est le C'est bien contexte ça. médico-administratif pour la CMRA qui sera étudié essentiellement. Voilà. Bonjour, je suis confronté régulièrement à des AT sans témoin ou avec des témoins, personnes âgées qui sont anxieux de devoir témoigner dans l'anonymat. Cependant, lors du questionnaire, celui-ci est orienté avec des demandes de témoignage non anonymes, ce qui ne permet pas de répondre de la meilleure façon au questionnaire. Je comprends parfaitement. Ça, c'est Confirme une sur le- obligation. Oui, c'est une obligation et on est obligé d'identifier les témoins. C'est ça, c'est pour être recevable. Donc, pour vous dire, c'est que même nous justement, agents enquêteurs, quand on va prendre contact avec des personnes pour recueillir leurs témoignages, déjà, on est obligé de leur lire un article de loi, l'article 441-6 du Code pénal, pour leur préciser de ce qu'ils encourent en nous fournissant un témoignage ou des éléments particuliers. Et on a l'obligation, même nous, en tant qu'agents enquêteurs, de fournir, de recueillir justement les éléments d'identité des personnes qu'on interroge, que ce soit assuré, employeur ou effectivement témoin. Donc ça, je peux comprendre, c'est que bien souvent, les témoins, on peut avoir des difficultés à les avoir. À partir du moment en plus où on leur précise que les éléments seront accessibles tant par les assurés que par les employeurs, parce qu'effectivement ces éléments figureront sur questionnaire risque professionnel et afin d'être ajouté au dossier pour la prise de décision. Donc, ouais, c'est bien souvent une difficulté qu'on rencontre et c'est malheureusement aussi beaucoup dans ce cas-là que des dossiers sont refusés, c'est faute de témoignage puisque la preuve doit être apportée autre que par les propres déclarations de l'assuré. C'est exactement. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci. Si tout est clair, très bien. Il est très difficile de vous joindre par téléphone. À 36 79, oui. Oui. Alors, on a également dans le cas, alors, pas forcément pour beaucoup de dossiers en masse, mais pour des dossiers bien particuliers, on a créé donc le portail CPM 54. Donc, il est libre d'accès, il n'y a pas il y a pas d'inscription nécessaire, et vous avez des formulaires, donc idem, donc demande électronique, où vous allez pouvoir faire une réclamation ou demander une assistance dans le cadre d'une problématique liée à Net Entreprise, une DSN. Ça arrive directement chez nous concernant les demandes d'assistance et les réclamations arrivent directement au service des prestations en espèces. Donc voilà, sachez-le, n'hésitez pas à consulter régulièrement ce portail. On a mis également à disposition des webinaires, des replays de tous les webinaires qu'on a effectués. Nous ne recevons pas toujours le taux d'IPP. Alors, ça, c'est pas forcément nous. Oui, Le problème, c'est que le taux d'IPP, donc, il est attribué par le service médical. médical. Ouais. Et il est transmis la majorité du temps, c'est par le service rente. Le service rente, ça a été fusionné, c'est désormais c'est à Charleville, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est plus du tout la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Donc ça, malheureusement, pour intervenir là-dessus, c'est une réclamation au service concerné qu'il faudrait faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, c'est que tout a été clair. Écoutez, merci d'avoir suivi ce webinaire. Donc, vous recevrez, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, le support par mail, donc fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Le prochain webinaire en septembre, donc après les vacances bien méritées. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous.